Bonjour à tout le monde, content de vous voir en grand nombre. Chaque année, on demande aux récipiendaires de nos subventions des initiatives stratégiques et projets structurants de donner un rapport sur le progrès sur le projet. Aujourd'hui, on a deux présentations. La première présentation, c'est sur le projet de OpenTerra, présenté par Simon Brière, ingénieur informatique au CDRD, et Dominique Letourneau, ingénieur informatique au OIT. Merci, Carl. Oui, c'est ça, on va socialiser, là, on présente à deux, donc on va avoir un petit peu d'ajustement à faire en termes de gestion de l'espace. Donc, merci tout le monde d'être là. Aujourd'hui, on va vous parler principalement on va faire un peu un topo sur ce qu'est OpenTerra pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la plateforme exactement, pour ensuite embarquer dans, comme on a mentionné, par rapport au projet structurant. Donc, qu'est-ce qui a été fait en termes d'ajustement ou d'amélioration sur la plateforme pour répondre à différents besoins ici là, au centre de recherche. Donc, a priori, qu'est-ce que OpenTerra? Là, ben, c'est toujours l'animation qui ne fonctionnera pas, mais c'est pas grave. Donc, OpenTerra, en fait, c'est une plateforme. Pour le détail technique de l'animation, c'est tout simplement parce qu'on est en version web. Donc, OpenTerra, en fait, c'est un logiciel qui a été créé spécifiquement pour répondre à différents besoins, donc à des besoins niveau clinique, recherche. Donc, c'est vraiment une hybride entre les deux, dans un objectif d'offrir des prestations en télésanté. Donc, la télésanté, c'est très, très large. Donc, ça inclut à la fois la transmission de données audio-vidéo, donc quand on fait des conférences ou des interventions en ligne, que ce soit en réadaptation, que ce soit en consultation, mais aussi des données qui sont de type plus captées, donc avec des capteurs biométriques, donc des capteurs que les gens vont pouvoir porter, qui vont donner de l'information sur ce qu'ils font, sur leurs données biologiques. Et aussi des données maintenant rapportées, donc les gens vont pouvoir nous donner de l'information et tout ça. Donc, l'objectif de la plateforme, c'est de rassembler un peu tout ça. Juste pour faire un petit topo rapide, ça ne date pas d'hier, l'utilisation de la plateforme, ou en fait, l'idée de ça. On va y aller avec les pêches. Donc, ça remonte il y a plusieurs années où on avait, à ce moment-là, eu l'idée de commencer à faire des projets en télésanté. Où est-ce qu'on travaillait avec des écrans cathodiques, donc les gros écrans. Vous pouvez imaginer que c'est ce qu'on déplaçait dans le domicile des gens. Donc, on était vraiment loin d'où est-ce qu'on est maintenant, où est-ce que tout le monde a un écran dans sa poche, ou à peu près. Et au fil du temps, on a évolué, les technologies ont changé, mais le besoin est toujours resté le même dans le sens qu'il existe des plateformes commerciales, il en existe plusieurs, il existe d'autres solutions, mais souvent, ces plateformes-là s'avéraient limitatives dans ce qu'on pouvait faire en termes de recherche. C'était souvent ce qu'on appelle dans le jargon des boîtes noires. Donc, ils nous donnent des données, mais on ne peut pas savoir comment est-ce qu'ils ont traité. C'est difficile d'y avoir accès. Ils ne sont pas toujours hébergés où est-ce qu'on souhaiterait. Donc, ils sont hébergés dans d'autres pays. Donc, où est-ce qu'il y a des réglementations différentes. Donc, tout ça nous a amené à développer la solution OpenTerra. Donc, depuis maintenant plus de 20 ans qu'on est dans ces thématiques-là. Et OpenTerra est vraiment l'aboutissement de toutes ces années-là de travail en termes de différents projets, donc autant ici que du côté du 3IT avec Dominique en robotique. Donc, c'est un peu la convergence de tout ça. Pour vous donner une idée un peu d'utilisation, donc on peut remonter à quelques années, là, j'en remonte seulement il y a à peu près 5 ans. Donc, on a plusieurs centres de recherche, plusieurs autres partenaires externes qui l'utilisent. Donc, la plateforme est présentement utilisée en recherche, mais il y a aussi certains milieux cliniques qui l'utilisent ou qui sont en train de l'évaluer pour une utilisation en milieu clinique. Donc, on l'a utilisé vraiment avec une variété de clientèle pour faire des interventions diverses, clientèle AVC, BOC, donc vraiment une multitude de clientèles. Donc, en tout, on l'a utilisé dans une cinquantaine de projets de recherche et il y a eu plusieurs milliers de séances qui ont été réalisées là, sur la plateforme.
Il y a des étudiants, même en Grèce présentement, qui utilisent la plateforme pour faire leur doctorat. Donc, ça vous donne un peu l'idée que c'est une initiative qui est locale, mais qui a une portée un peu plus grande que locale. Donc, question de fixer un peu les idées. Je vais passer la parole à Dominique qui va nous expliquer un peu plus c'est quoi les différents morceaux. C'est quoi en fait OpenTerra? Merci, je te laisse. Ouais. Dans le fond, là, on essaie de représenter les prochains morceaux de la présentation avec des petits bouts de casse-tête qu'on met ensemble. L'idée, c'est d'avoir un système où est-ce qu'on peut utiliser comme une boîte à outils d'une certaine manière, où est-ce que là, on va avoir des morceaux qu'on va développer pour des projets particuliers. Puis ensuite, on va les mettre ensemble pour une application désirée. Puis si on a besoin de faire des ajouts, des modifications, on va être capable de le faire puisqu'on contrôle de A à Z, dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans la plateforme. On n'a pas mentionné, mais c'est une plateforme qui est open source. Donc, cette plateforme-là est disponible, le code est disponible en ligne. On peut aller voir comment c'est fait. On peut aussi collaborer avec d'autres programmeurs, par exemple, qui voudraient améliorer certaines fonctionnalités. On est capable de faire ça avec OpenTerra facilement. On voulait que ça soit modulaire, extensible, comme je disais. Là, on a besoin d'être capable d'ajouter ça selon nos besoins. Puis accessible, donc facilement, qui ne coûte rien, dans le fond, d'une certaine manière. On peut se l'approprier gratuitement. C'est sûr que le temps qu'on met là-dessus, c'est quelque chose qui coûte quelque chose souvent, là, mais normalement, on n'a pas de licence à payer pour ça. On peut l'utiliser comme on veut. Puis sécuritaire, dans le sens où on s'organise pour faire un système. On peut imaginer OpenTerra comme un peu comme un système cloud, là, où est-ce qu'il y a des services informatiques qui sont hébergés, mais par nous. Donc, on contrôle tout le serveur aussi. Puis, il faut faire ça de façon sécuritaire. D'ailleurs, récemment, on a été évalué au niveau de la sécurité là, par le COCD, le Centre opérationnel de cyberdéfense du ministère de la cybersécurité et du numérique. Donc, c'est une étape à passer quand on peut faire certifier un système pour aller plus loin, pour être capable d'utiliser ce système-là dans le système de la santé générale, si on veut. Donc, on s'en va dans cette direction-là. On met en place les bonnes pratiques. Et puis, on intègre des fonctionnalités comme, là, on peut penser à, vous connaissez Teams ou Zoom, des trucs comme ça. C'est comme un super Zoom où est-ce qu'on a juste les outils qui sont intégrés dans l'outil, dans le système de vidéoconférence pour des applications qui sont uniques. On va avoir de la vidéo, de l'audio, des tableaux de bord aussi qui vont être, si on parle de collecte de données qui sont reliées aussi à nos séances, bien, on peut aller voir ces données-là. On a des questionnaires, des outils cliniques qui sont plus spécialisés, je vais en parler un petit peu plus tard, puis l'intégration de capteurs. Donc, si on met tout ça ensemble, c'est la plateforme OpenTerra. Quelques exemples là, de la plateforme. On peut, par exemple, avoir plusieurs caméras. Les caméras qui vont être placées aux bons endroits selon l'application. Si on va avoir une caméra pour voir quand on écrit sur une caméra document, on peut intégrer ça. On peut faire des partages d'écran. On peut aussi avoir des outils comme des compteurs d'événements pour compter des répétitions, par exemple, des mesures d'angle. Là, on utilise toute notre famille pour faire ces photos-là, pour ceux qui nous connaissent. Donc, OpenTerra, il y a comme deux modes, on va dire ça comme ça. Il y a le mode synchrone, où est-ce que là, tout se passe en temps réel, comme une séance de vidéoconférence habituelle. Il va y avoir aussi le mode asynchrone. Donc, on va avoir des capteurs ou des dispositifs qui sont connectés à la plateforme qui, eux, peuvent accumuler des données. Puis, par exemple, à la fin de la journée, ben, ils vont transmettre des données vers la plateforme OpenTerra qu'on pourra aller consulter. Donc, c'est ce qui est utilisé dans les montres, par exemple, qu'on utilise ici. Là, les montres accumulent des données, les montres Apple Watch, là, puis ils vont transmettre ça dans la plateforme et on va pouvoir aller les visualiser après avec les outils qu'on a développés. Il y avait les bureaux actifs, c'est un peu le même principe, donc ils sont comme autonomes dans leur fonctionnement, mais à la fin de la journée, ils vont transmettre leurs données. Dans les pédaliers, c'est la même chose. Voilà, c'est bon. Donc, ce qu'on vous a montré, c'est vraiment les fonctionnalités de base. Qu'est-ce qu'il y avait déjà dans la plateforme avant le début du projet structurant ou à peu près? Parce qu'il faut comprendre que le développement est toujours en cours, donc c'est un développement en continu. Dans le cadre du projet structurant, on avait identifié 3 morceaux principaux sur lesquels on voulait travailler et qui venaient répondre à plusieurs besoins qui avaient été énoncés ici là, dans les différents projets de recherche qui se faisaient au centre par différents chercheurs. Le premier besoin qu'il y avait, c'est
entre autres au niveau du transfert de données. Donc, on avait un parc d'équipements de montres intelligentes. On reçoit des données de ces montres-là, mais l'intégration n'était pas complétée dans la plateforme. Donc, les données arrivaient à part, il fallait les gérer à part. Donc, l'objectif premier, c'était de venir intégrer complètement ces appareils-là, entre autres, pour pouvoir faciliter le suivi, la collecte à distance, parce que ces appareils-là sont prêtés à des gens pendant 2 semaines, 1 mois, mais on travaillait à l'aveugle, donc on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Donc, l'objectif, c'était d'arriver à ça. Et pour faire ça, ben, l'objectif aussi, c'était d'avoir des tableaux de bord qui nous permettaient de facilement voir ce qui se passait, plutôt qu'encore une fois, d'espérer que les données arrivent, puis que tout aille bien, qu'un mois plus tard, on récupère ça, puis qu'on se rende compte que la personne ne l'a jamais porté, ou qu'elle l'a porté la première journée, puis elle ne l'a jamais rechargé ensuite, et que, bon, on a tout fait ça pour rien. Donc, c'était un peu le deuxième objectif. Et le troisième objectif, ben, c'était d'arriver à intégrer un autre volet qu'on n'avait pas dans la plateforme, qui est un volet vraiment de questionnaire, donc d'aller collecter des données, d'envoyer des questionnaires aux gens, qu'on puisse aller récupérer ces données-là. Puis au-delà de ça, que ces questionnaires-là soient personnalisables ou adaptables selon les projets. Parce qu'on sait, là, les différents projets ont différents besoins. Donc, on revient toujours à l'analogie du morceau de casse-tête, c'est qu'on veut que chacun des morceaux qui font partie de la plateforme, ben, qu'ils soient utilisables, adaptables selon les différents besoins des projets. Donc, dans le fond, j'ai résumé un peu ce que je disais par rapport au transfert des données. Donc, pour y arriver, dans le fond, on utilise soit l'appareil, donc dans ce cas-ci, c'est une montre intelligente, soit un autre module qu'on vient mettre directement dans ce qu'on développe. Donc, on a un pédalier ici qu'on a développé, donc qui parle aussi à la plateforme. Ce qu'on laisse chez les gens, en fin de compte, c'est un point de transfert intelligent comme celui-ci, où est-ce que les données sont transférées à la fin de la journée. Donc, les gens, quand ils mettent l'appareil sur la charge, les données sont transférées sur une connexion cellulaire, donc on n'a pas besoin de configurer l'appareil, quoi que ce soit. Et c'est envoyé dans la plateforme d'OpenTerra. Par la suite, ben, une fois que les données sont rendues là, ben, là, ça devient plus facile pour nous de faire un traitement, les exporter pour faire des analyses plus poussées, ou de s'assurer, de vérifier que tout a bien été là, au niveau de la collecte. Donc, avec cette séquence-là, ça nous a amené justement à se dire, ben, on veut être capable de venir personnaliser ou dire, ben, pour un projet donné, ben, j'aurais besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans le temps. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'informations. On a mis vraiment là, tout ce qu'on pouvait mettre là, sur l'écran pour donner une idée. Mais a priori, ce qui est surtout important, c'est la ligne en haut, la ligne du temps qui vient nous dire, ben, voici l'appareil qui a été porté en telle période qui est en mauve. Les périodes en rouge correspondent généralement à des périodes de nuit, donc où est-ce que l'appareil est en recharge. Donc, l'objectif, c'est d'être capable d'avoir, en un coup d'œil rapide, de dire, ben, voici ce qui s'est passé en termes de collecte de données quand on parle d'appareils asynchrone, donc transfère ces données une fois par jour, quelques fois par jour. Mais aussi, là, je ne l'ai pas représenté ici, mais aussi lorsqu'on fait des séances synchrones, donc de dire, ben, la personne a vu quelqu'un de l'équipe de recherche à tel moment, elle a vu un professionnel de la santé qui a utilisé la plateforme aussi à un autre moment. Donc, on est capable d'avoir vraiment l'historique de tout ce qui se passe dans ça. Puis on est capable de creuser plus loin aux besoins parce que c'est souvent, c'est nos besoins dans le cadre de projets de recherche où est-ce qu'on ne veut pas se contenter d'avoir un aperçu au niveau. On va être capable d'aller un petit peu plus loin, on est capable d'aller dans les événements de ce qui s'est passé. Donc, à telle heure, la personne a mis son appareil sur la charge, à telle heure, elle a fait telle chose. Donc, on a un premier niveau. C'est sûr que c'est un niveau global d'aperçu. On n'est pas encore dans le sens, on n'a pas le module qui nous permet d'analyser vraiment spécifiquement toutes les données parce que ces analyses-là sont généralement très spécifiques à chacun des projets. Donc, pour arriver à faire ce genre d'analyse-là, la plateforme le fait, donc elle a été conçue pour pouvoir ajouter ces systèmes-là d'analyse. Mais étant donné la grande diversité, souvent, c'est vraiment fait spécifiquement pour chacun des projets. Donc, ça ne cadrerait pas dans le contexte de faire une base structurante pour tout le monde. La base est là. On peut rajouter ces morceaux-là aux besoins selon les différents projets. Dans les autres choses qu'on peut collecter, c'est évidemment là, ce que j'ai mentionné tantôt au niveau des questionnaires. Donc, Dominique, je te repasse la parole. Merci. Dans les questionnaires, on avait commencé
dans la programmation de nos premiers projets, à faire ça très spécifique, un projet à la fois, puis on faisait des questionnaires, par exemple, très simples, où est-ce que là, on faisait la programmation spécifique pour ce projet-là. On s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un outil qui est plus général, qui pourrait servir à plein de projets, qui avait aussi des moyens d'éditer des questionnaires, de faire la modification de façon simple. Donc, on est arrivé avec une solution comme ça, où est-ce qu'on a trouvé des bibliothèques qui sont aussi open source, qu'on a intégrées. Ça s'appelle Survey.js. Donc, c'est une bibliothèque qu'on a intégrée à OpenTerra, qui à partir de l'outil qu'on a développé qui s'appelle OpenTerra Plus, c'est l'application qui sert à se connecter, à gérer les sites, les projets, les participants. On est capable aussi d'ajouter des questionnaires pour chaque projet qui sont vraiment personnalisés. C'est un outil qui ressemble à ça. Donc, vous avez la capacité de rajouter facilement des questions, les organiser, mettre des conditions sur certaines questions, rajouter toutes sortes des widgets, là, des questionnaires avec toutes sortes de manières de répondre. Donc, ça pourrait être des choix géants, des images à cliquer, il peut même avoir des signatures numériques. Donc, on pensait en tout cas avec cet outil-là que ça allait répondre à plusieurs problèmes là, qui auraient pu arriver dans nos collectes de données. Souvent, on va avoir, par exemple, une séance de vidéoconférence. Là, on va vouloir avoir un questionnaire sur ça s'est bien passé, ça va bien passer, bien, on va pouvoir utiliser cet outil-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tout est en ligne et puis tout est sauvegardé au fur et à mesure qu'on fait des modifications. Donc, on n'a pas besoin sur le serveur, donc on n'a pas besoin de se soucier de transporter des fichiers de configuration, des trucs comme ça. Donc, on a tout intégré ça dans la plateforme. Et ce que ça donne, c'est qu'on est capable de faire, par participant, des invitations à aller répondre à certains questionnaires. Puis on peut mettre des dates de fin pour dire, OK, mais ce questionnaire-là, s'il n'est pas répondu avec cette date-là, ben, on va soit le renvoyer ou on va l'annuler. On voit que la personne a répondu. Là, je mets juste un exemple sur l'image ici d'un participant. Mais on aurait une liste de participants avec tout l'état des questionnaires qui ont été faits par les participants dans le projet. Puis on est capable aussi, dans l'application Pintera Plus, d'aller voir les résultats en direct. Donc, on peut aller cliquer dessus, puis on peut avoir une vue qui ressemble à un tableau comme ça. C'est la première version là, de notre application qui est vraiment sous forme de tableau. Puis on peut exporter ces données-là en PDF ou en Excel ou en CSV pour les analyser comme on veut après. Donc, on pensait avec cette première itération-là que ça allait être suffisant pour la plupart des sondages qu'on veut faire en lien avec la téléréadaptation, puis un peu plus large aussi la télésanté. Puis c'est un outil qui va être disponible dès maintenant. Donc, si vous avez besoin de faire des essais avec ça, on va soit disponible pour vous aider à faire les premières versions. Une chose que j'oubliais, c'est que l'éditeur permet aussi de valider le questionnaire directement là, dans la même interface. Donc, on fait nos questions, on clique sur le visualisateur, puis on voit qu'est-ce que ça a l'air pour l'utilisateur. Puis, c'est aussi fait pour fonctionner sur des tablettes, des téléphones, des ordinateurs. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant de cette bibliothèque-là. Voilà. On a fait pas mal le tour, mais en fait, on avait très peu de temps pour vous présenter tout un paquet d'informations. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que la plateforme, elle existe, elle est dans un état qui est mature en termes de technologie. Donc, elle est utilisée à l'extérieur de la recherche aussi. En recherche aussi, on a, comme Dominique l'a mentionné, on a été évalué au niveau de la sécurité. Donc, on sait qu'on a quelque chose de sécuritaire. On est capable de l'héberger localement. Donc, les données restent physiquement ici ou à l'université ou du moins à un endroit qu'on peut contrôler. Puis on peut la faire évoluer dans le temps, on peut l'ajuster aux besoins. On a l'avantage d'avoir une plateforme ici, donc le PZ, qui nous permet de faciliter ce genre de développement-là. Évidemment, ben, il faut aller chercher un levier supplémentaire pour les différents projets pour y arriver, mais il existe plusieurs façons d'y arriver. Puis, dans le fond, on est là pour vous donner un coup de main si jamais vous avez un intérêt à essayer la plateforme, à l'utiliser, vous demandez si on peut faire ça, ben, n'hésitez pas à nous faire signe, ça va nous faire plaisir de regarder ce qui peut être fait avec la plateforme. Voilà. Oui. Une minute pour des questions. Oui, Super cool. J'ai très hâte d'essayer.
dans le fond, comment vous voulez qu'on fonctionne? Parce que, tu sais, je regardais les questionnaires, puis je sais qu'il y a tout plein de, tu sais, RedCap était une mais c'était payant, déjà. Puis, c'était pas intégré. Puis, je comprends que pour vous, l'avantage de tout partir de OpenTerra, c'est parce que tout est facilement contrôlable sur la chaîne par où passent les données, j'imagine, puis dans la simplification de l'intégration de toutes ces données. Est-ce que c'est pour ça qu'on veut nécessairement tout faire des modules différents pour les besoins? Ben oui, l'objectif, c'est vraiment de rassembler. Tu sais, là, ce qu'on a regardé au fil du temps, c'est que différents projets connectaient des données un peu chacun de leur côté dans différentes plateformes. Ben, l'objectif, c'est vraiment de rassembler tout ça au même endroit. Donc, après ça, quand on veut faire des analyses, ben, on a juste à extraire d'un point au lieu d'aller chercher des données là, des données là, des données là, puis mettre tout ça ensemble. C'est sûr que l'objectif de la partie questionnaire, c'est pas nécessairement, tu sais, RedCap ou d'autres plateformes ont certains avantages qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas été dans cette direction-là. Mais l'objectif, c'est d'avoir une base puis de fournir une capacité là, en termes de collecte de données de questionnaire. Donc, est-ce que ça veut dire que j'ai besoin d'aller me chercher un PhD honoris causa en génie avec Arina pour être capable d'apprendre à utiliser? Parce que là, c'est un peu, des fois, je suis comme. Parce qu'OpenTerra, c'est pas nécessairement, tu sais, quand il y a une page quand on va sur Plaisir, puis là, c'est ouvert. Puis je dis, comme, moi, quand j'arrive sur cette page-là, je ne sais pas. Puis l'autre jour, Karina me dit, ben oui, tu vas là, tu vas là, tu vas là. Tu fais comme, ben oui. Puisqu'on voit que c'est pas la même chose. Fait que cet accès-là, vous contrôlez l'accès, en fait, à OpenTerra+, puis on vous demande un accès pour essayer de faire un essai, moyennant qu'on a un projet, puis qu'on a du financement pour pouvoir justement développer ces éléments-là avec le PSI, c'est ça? Oui, exactement. Parce que dans le fond, c'est pas une plateforme où est-ce que n'importe qui peut s'inscrire puis y accéder. On veut justement avoir un meilleur contrôle des données. Donc, oui, c'est ça. Puis la plateforme, quand Dominique parlait de l'accessibilité, mais l'accessibilité, c'est fait pour être accessible aussi dans le sens de facile à utiliser. Moi, on l'espère. Parce que souvent, c'est envoyé, tu sais, on fait des séances où on collecte des données avec des personnes qui sont chez elles, qui n'ont peut-être pas, il y en a qui sont très bonnes au niveau technologique, il y en a d'autres qui, ça leur fait un peu plus peur, donc il faut que ce soit simple à utiliser pour eux aussi. Et la même chose, les utilisateurs de notre côté, donc On n'a pas tous un background. J'ajouterais que peut-être là, on a mis le focus sur la facilité des opérations. Donc, on s'est cassé la tête peut-être en tant que programmeur pour rendre ça facile pour les utilisateurs. C'est ça l'objectif. Donc, si vous utilisez la plateforme et vous trouvez qu'il y a des choses qui sont trop compliquées, il faut nous le dire. Puis, c'est le fun parce qu'on peut. C'est le feedback qui fait qu'on va être capable d'améliorer la plateforme en continu. Puis, ben, on a le contrôle, donc on peut le faire. C'est ça qui est intéressant dans tout ça. Je pense pas que ça prenne des. Ben, quoi que Karina serait peut-être contente d'avoir des nouveaux PhD, là, mais je pense pas que ça prenne un PhD pour utiliser. Non, il ne faut pas, en fait, c'est ça. Oui, question. c'était René. Vas-y, René. OK. Merci beaucoup. C'est un outil qui a l'air vraiment intéressant. Quand vous avez parlé questionnaire, ma première question qui m'est arrivée, c'est si j'utilise un questionnaire qui est validé sous forme papier, comment je peux le reproduire dans OpenTerra, puis comment je peux m'assurer de sa validité d'utilisation versus. Bien, c'est sûr que dès qu'on parle de transférer un questionnaire papier dans un outil informatique, peu importe lequel, il va y avoir des changements d'affichage. Parce que, bon, on ne s'en sort pas, là, on ne peut pas reproduire directement ou c'est très difficile de le faire. Donc, la validation, je dirais qu'elle se fait un peu à deux niveaux. Donc, souvent, tu sais, c'est les questions qui sont validées, les réponses et tout ça. Fait que ça change pas parce qu'on va reproduire exactement les mêmes questions, les mêmes réponses. Ça serait plus dans les cas où est-ce qu'il y aurait des questionnaires qui nécessiteraient un formatage particulier ou un visuel particulier. Peut-être que c'est là qu'il y aurait un aspect de validation supplémentaire à faire. Mais a priori, c'est souvent le contenu qui est validé du questionnaire, pas nécessairement la forme. Donc, je ne vois pas nécessairement d'enjeu de ce côté-là. Est-ce que vous en avez déjà une bande de ces questionnaires-là qui auraient été développés depuis que vous êtes là? Pas encore, parce que c'est tout nouveau. Donc, quand on parlait du projet structurant, le projet structurant se termine là. Donc, on a la structure, on a les capacités, mais on n'a pas encore d'utilisateurs qui ont utilisé la partie questionnaire. Donc, les utilisateurs vont utiliser plus la partie séance synchrone, audio-vidéo, transfert de données de capteurs, tableau de bord un peu, ça commence à être utilisé, mais la partie questionnaire est toute neuve. Ça va nous prendre des cobayes peut-être, là, mais en même temps, je dirais que l'outil est quand même, on a utilisé quelque chose qui était déjà validé par plein de monde qui utilise cette bibliothèque-là, le Survey.js. Par contre,
C'est ça, il faut quand même faire des essais. Puis, le mieux, c'est de prendre un peu de temps avant, puis faire toute la validation, bien entendu, puis les participants testent pour voir si tout se passe bien. On remet ça en opération pour une plus grande quantité de personnes. Dernière question? Oui, je vais rapidement. Ben, merci. Ma question va porter sur la sécurité. Je trouve ça bien. En fait, c'est hyper important que les trucs soient sécuritaires. Puis, avoir l'actualité dernièrement, il y a peut-être la Maison-Blanche, le ministère de la Défense qui s'est intéressé. Tout signal, je ne sais pas. Heureusement, on est en masse de temps. Sérieusement, est-ce que, puis, tu avais abordé hein, les collaborations avec les milieux cliniques, à quel point est-ce que c'est facile pour les milieux cliniques Santé Québec et tout ça, ces gens-là, on peut partager des données facilement avec les milieux hospitaliers? Puis, Ben, il y a deux volets à la réponse à cette question-là. Si on regarde au niveau sécurité, souvent ces milieux-là vont simplement demander que les données soient hébergées physiquement au Québec et ou au Canada. Donc, c'est la première des choses. Sinon, ben, souvent, étant donné que c'est un outil qu'ils connaissent peu, ben, ils vont faire une analyse. Même là, on a déjà passé une étape de validation de sécurité, donc ça vient accélérer les choses. Mais sinon, les différents services informatiques, quand on parle là, évidemment du réseau public, ils vont quand même prendre le temps de faire une analyse, voir c'est quoi ça. Donc, ils font leur vérification avant de déployer. Donc, il y a cette étape-là. Donc, c'est pas un enjeu. Si on va du côté des cliniques privées, par exemple, ben, eux, c'est vraiment leur décision et tout ça. Donc, ils proposent vraiment sur ce qu'on leur fournit comme information. C'est comme si, dans le fond, ils achetaient une licence d'un logiciel d'une compagnie privée. Ben, c'est un peu le même concept. et pour le public, je devine qu'il faut avoir des approbations pour chaque site. Santé Québec ne peut pas donner une approbation pour l'ensemble. Santé Québec gère vraiment plus le personnel, les prestations de soins. Les décisions informatiques, du moins pour l'instant, ne sont pas centralisées. Donc, c'est vraiment organisé au niveau public. Dans les CIS ou les CIUS, chaque CIS ou CIUS ont leurs ressources informatiques et c'est par là que ça passe là, quand on fait des produits dans ces lieux. Merci. Vous avez une question, Ben? C'est rapidement. Tu présentais le tableau modulaire qui reçoit de l'info là, pratiquement au jour le jour. Est-ce qu'on peut avoir un flag comme un courriel ou un texto qui nous dit notre participant, disons, il y a une évaluation qui est faite à minuit, là, puis il a branché la montre, bien, ou il n'a pas branché la montre, tu sais, un warning là maintenant. Présentement, non, mais c'est quelque chose, dans le fond, on a déjà la chaîne pour envoyer des courriels. Ce qui nous manque, c'est vraiment de pouvoir programmer ce genre d'éléments-là qui sont spécifiques à chacun des projets. Donc, c'est là que quelque chose qui apparaît simple peut devenir plus complexe, parce que pour un projet donné, on peut savoir est-ce que la personne l'a porté. Dans d'autres projets, il y a des questions qui peuvent apparaître sur la montre, à savoir est-ce que la personne a répondu à la question. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas encore poussé ce niveau-là, mais c'est vers où qu'on veut aller, effectivement. Question rapidement, le questionnaire. Est-ce que vous notez quand une réponse est écrasée ou modifiée ou faites-vous un tracking? Par exemple, réponse à la question 1, ça a été A qui a été caché au début, puis après quelqu'un qui a effacé A pour dire B. Il n'y a pas de suivi, non. Dans le fond, ce qu'on reçoit, c'est vraiment la réponse finale. Donc, Parce que c'est tout le temps qu'on avait parce que. Si vous avez d'autres questions, Ouais, c'est ça. Satisfait? Je peux te présenter le La deuxième présentation, ça va être une présentation de l'initiative stratégique par Guillaume Blanchet. Guillaume est un... On va continuer, s'il vous plaît, merci. Guillaume est un professeur au département de mathématiques, département de biologie et santé communautaire. C'est ça? C'est ça. Mon département. C'est pour ça que tu les mets plus sur ta page petite. Non, c'est pas bon. Je vais y aller. Donc, bonjour. Merci pour me donner l'opportunité de présenter ça. Donc, on est sur un sujet qui est un petit peu différent de ce qui a été présenté au préalable. Donc, peut-être dans l'initiative stratégique qu'on a proposée, l'idée, c'est de trouver... Je pense que l'historique est important à mentionner. Il y a un certain temps, on avait eu un contact avec des gens d'Ouranos, qui sont le groupement
qui est au provincial, qui s'intéresse au changement climatique. Puis ils nous ont dit qu'il y a des choses qui se passent sur le vieillissement. Ils sont venus nous voir, ils nous ont posé des questions. Puis on a réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de choses, puis ça a un peu lancé des idées avec un groupe de chercheurs que je vais présenter à la fin pour essayer de faire quelque chose. Puis ce à quoi on a abouti comme idée, c'était de regarder l'impact des changements climatiques sur le vieillissement, mais en regardant ce qui se passe au niveau de la cellule jusqu'à la société, puis voir qu'est-ce qui se faisait à travers ça. Donc, ce que je vais vous présenter ici, c'était un peu comment ça s'est fait, où on en est rendu, comment ça évolue à travers ça. Donc, peut-être pour mettre un peu de contexte, vous le savez peut-être, on vit dans un monde qui est en changement en ce moment. Si on pense au changement climatique, en termes de température, c'est souvent ce qu'on voit. On voit que ici, cette carte-là, c'est une carte qui montre le changement de température de 1973 à 2023. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a des changements. Donc, c'est pas les choses ne sont pas stables. Il y a des endroits où c'est plus chaud. On parle souvent que ça devient plus chaud, mais il y a aussi des endroits, on parle moins, qui sont plus en Antarctique, qui deviennent plus froids. Mais ce qu'on sait, ce qu'on pense un peu moins, c'est qu'il y a aussi des changements dans l'humidité. Donc, il y a des endroits qui deviennent, si on prend sur un étage par rapport maintenant, par rapport à ce qui se faisait, ce qu'il y avait comme température, comme météo il y a 150 ans, on voit qu'il y a des changements, il y a des endroits qui deviennent plus secs, il y a des endroits qui deviennent plus humides. Donc, les choses changent. Et ça, c'est des choses qu'on pense beaucoup, on se fait exposer à ça souvent, où on a peut-être un peu moins on pense un petit peu moins, c'est les extrêmes, c'est qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de variations. Si je prends un même exemple, si on regarde le nombre de journées dans les 90 plus chaudes qu'il y avait dans les années entre 50 et 80 par rapport à maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des endroits qui deviennent plus chauds, il y a des endroits qui deviennent plus frais. La même chose, si on prend en compte l'humidité, il y a de la variation. Il y a des endroits qui deviennent plus secs, il y a des endroits qui deviennent plus humides. Ça a un impact sur les gens, ça a un impact sur le vieillissement. Puis on a décidé de regarder ça et de dire, bon, ben, comment ça arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été fait? Donc, nous, quand on regardait l'impact sur le vieillissement, notre idée ici, c'est qu'on a commencé à regarder doucement la littérature, qu'est-ce qui se passait, puis on a remarqué que, par exemple, une des choses qu'on voit, puis c'est des articles qui datent d'un certain temps ici, là, ça date de 2007, si ma mémoire est bonne. Donc, on retrouve des figures qui ressemblent à ça ici. Je vais vous l'expliquer un peu, là, pour vous mettre un peu en contexte. Donc, ça, c'est dans la région de Veneto, en Italie. J'en ai pris un, il y en a beaucoup, des articles qui sont comme ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et la raison pour laquelle je l'ai pris en passant, c'est parce que cette figure-là était assez... il y avait tout dans cette figure. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que cette genre de ligne pointillée-là, ici, c'est l'humidex, pendant l'été. Puis, ici, ce qu'on sait en gris, ici, c'est les hospitalisations. Puis, c'est en noir, ici, c'est les canicules. Donc, le nombre de jours de canicules fini. Donc, ce qu'on peut remarquer, puis pour les pays, ici, on s'intéressait aux personnes de 74 ans et plus, ce qu'on a réalisé, c'est que quand il y a des périodes de canicule, on peut en voir pas dire une explosion, mais quand même un grand nombre de personnes qui sont hospitalisées, principalement pour la chaleur, dans ce cas-là. Mais ce n'est pas nécessairement pour la chaleur, c'est souvent la combinaison de chaleur et d'humidité. Donc, ça, c'est des choses qui sont connues. Puis on s'est dit, ben, quel impact que ça a sur la société, quel impact ça a sur l'individu, comment ça fonctionne. Donc, pour notre projet, ce qui nous intéressait, c'était, pour le présenter dans une phrase, c'était de mieux comprendre l'adaptation des personnes vieillissantes au changement climatique, de la cellule à la société. La logique ici, c'est que ce qui se passe au niveau de la cellule, de l'individu puis de la société peut avoir des différences, puis on peut faire le lien. Pour ceux qui sont de ma génération, oui, c'est les charniers. Donc, la première chose qu'on a fait, et je vais me concentrer sur ça ici dans la présentation, c'est qu'on a fait une recension des écrits. Pour voir, notre idée, c'était de regarder vraiment qu'est-ce qui se passait si ce qu'on connaissait sur les impacts, par exemple, de la chaleur sur la cellule avait un impact sur un individu et sur la société, dans quelle direction ça fonctionnait. Donc, on s'est dit, c'est une idée qui est intéressante, mais est-ce que ça a déjà été fait? Qu'est-ce qui a été fait là-dedans? Puis d'avoir cette connaissance-là, c'est très pertinent. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir, dans cette première étape-là, de faire
un état des connaissances. Donc, on a fait une recension de 10 bases de données. En fin de compte, c'était 11, mais Google Scholar, on a passé dedans, puis on a dit on va pas toucher à ça parce qu'il y a beaucoup trop d'informations pour qu'on soit capable de gérer ça. Je pense qu'il y avait 90 000 articles qui sortaient dans Google Scholar. Puis on a décidé d'être un petit peu plus focus, de se concentrer sur une dizaine de bases de données. Il n'y en a pas 10 ici, mais il y en a. On a fait un gros travail sur parler à des bibliothécaires pour être certain qu'on couvre bien toutes nos bases. Donc, l'idée, c'était qu'on s'est concentré sur 4 thèmes de recherche. Je vais y aller, là, je n'ai pas trouvé de façon de le présenter visuellement, mais c'est ce genre de recherche-là. C'est pour ceux qui ont déjà fait des recherches sur Google, dans des moteurs de recherche pour trouver dans des bases de données. Bien, on a fait des recherches sur les changements climatiques. Je ne vais pas rentrer en détail dans tous les termes qui ont été cherchés, on pourra en parler après, mais c'était vraiment de regarder ce qui est en lien avec les changements climatiques au niveau global, mais aussi comment on peut aller chercher l'information aussi à nos 3 échelles d'intérêt. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses comme heat stress qui apparaît ou environnement qui était plus large. Sur le vieillissement, en prenant toutes ces différentes variantes qu'on a pensées, pour ceux qui sont moins familiers, là, quand on a une petite étoile comme ça veut dire que c'est le début du bout, puis il y a le reste, il y a une certaine variation qui peut être prise en compte. Donc, différentes choses en lien avec la température. Puis, le dernier, c'était en lien avec l'humidité. La logique ici, c'est qu'on voulait prendre en compte le fait que la combinaison température-humidité, l'humidex, si on veut, était potentiellement intéressante à prendre en compte parce que ça pouvait avoir un impact. On s'est concentré de 2020 à 2024. Dans l'équipe, on était capable de lire en anglais et en français. La science, il y a beaucoup de choses en anglais, mais on s'est concentré sur ça. Puis, on souhaitait absolument avoir des résumés pour être capable de faire un filtre en étapes. Donc, pour nos résultats, en lien avec ça ici, je vais tasser ça un petit peu. Donc, première chose, en tout, on avait 15 000 quelques articles qu'on a identifiés comme étant potentiellement d'intérêt. Il y avait des duplicata, donc il y en avait près 7 000 qu'on a retirés, ce qui nous amène à 1 500 pour la première étape. Ça, c'était ceux qui étaient faciles à enlever. Ensuite de ça, ben, on a retiré après une première revision, puis je vais vous présenter les détails de comment on est arrivé là, un petit peu plus que 7000 articles, puis ceux qui nous intéressaient. En fin de compte, c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de passer au travers de ces 1300 quelques articles pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est beaucoup. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fini. Donc, pour vous donner un petit peu là, cette étape-là d'un peu retirer ça et prendre des décisions, juste pour vous mettre un petit peu en contexte là, de quels étaient nos critères d'inclusion et d'exclusion. Je vais y passer à travers différents thèmes. Donc, encore là, si on le prend pour tous les articles de façon globale, on avait des critères d'inclusion, des critères d'exclusion. Je vais les passer en étapes juste pour clarifier la procédure, pour être certain qu'on ne se trompe pas. Puis après ça, je vais vous présenter quelques exemples de choses qu'on a ressorties qui étaient intéressantes. Donc, ce qui nous intéressait, c'est principalement tout ce qui était sur des humains, puis qui touchait d'une façon ou d'une autre à la température. Donc, oui, il y a d'autres choses à part ça, mais c'était vraiment, ces 2 points-là étaient les points les plus importants. Tout ce qui ne touchait pas à ça, parce que dans nos mots-clés, des fois, on pouvait retrouver des choses qui étaient différentes. Donc, c'est en lien avec la biologie végétale, le vieillissement des matériaux, géologie, géographie, système aquatique, population animale. On a décidé de ne pas se concentrer là-dessus. Ça a été un sujet de discussion en passant de savoir si on incluait certains groupes animaux ou pas. La logique, c'est qu'on a réalisé qu'on avait assez avec 1300 articles pour être confortable à travailler seulement sur l'humain. Donc, ça, c'était notre première étape. Si on se concentrait sur la cellule, pour nos critères qui étaient plus d'inclusion, on regardait ce qui est en lien avec la division cellulaire, la dégénérescence cellulaire, le cancer, biologie de la cellule animale humaine, non humaine, dans le sens où des fois, il y avait certaines choses qui étaient faites
qui n'étaient pas directement reliés, mais qui nous permettaient de comprendre, par exemple, si ça avait un impact sur l'ARN, l'ADN, les protéines, etc. Donc, c'est un peu dans cette optique-là de dire on sait qu'il peut y avoir un lien avec les humains, mais ce n'est pas directement relié. Donc, on a essayé d'être assez généreux là-dedans pour avoir une belle couverture. Avec la logique, encore, là, juste pour vous le rappeler, notre idée, c'est de dire est-ce que un changement dans la température, dans l'environnement très proche de la cellule peut avoir un impact sur ce qui va se passer sur le vieillissement, au niveau du vieillissement cellulaire. Donc, tout ce qui était en lien avec la production animale, c'est quelque chose qu'on a retiré, parce que c'était pas pertinent. Pour l'individu, il y a une série d'inclusions, donc je vais y aller en douceur. Tout ce qui était en lien avec la physiologie animale, avec les organes humains, le cancer, encore une fois, mais qui touchait au niveau de l'individu, santé mentale, on incluait le suicide là-dedans, l'adaptation à l'augmentation de la température corporelle, la santé en lien avec la qualité de l'air, qui est directement liée à la température puis à l'humidité. Dans certains cas, ce n'était pas le cas, mais bon, ça a été, peut-être prendre l'exemple, ça a été un de nos critères d'exclusion, parce que des fois, la qualité de l'air qui est en lien avec la pollution, c'était des choses qu'on ne prenait pas en compte. Tout ce qui était en lien avec le confort, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ou les mesures de comportement, comment les gens s'adaptaient, c'était ce genre de choses-là qu'on pense. Puis pour ce qui est de la société, encore là, il y avait une série de facteurs qui étaient intégrés, donc tout ce qui touchait à la santé publique. Encore là, le confort au niveau de la société, comment les sociétés réagissaient avec des changements dans l'environnement intérieur et extérieur, comment ils pouvaient l'adapter. Puis c'est une chose qu'on a réalisée qui était importante, qui était à prendre en compte, là, sans voler le punch de quelques slides plus bas, mais le fait que il y a des gens qu'on installe, par exemple, des unités de climatisation, ça peut avoir un impact sur la biologie de l'humain aussi. Donc, ce genre de choses-là, on voulait voir ce qui avait été fait. Donc, c'est en lien avec l'aménagement des espaces, l'impact des changements climatiques sur les communautés, ça a été étudié. Il y avait plusieurs articles là-dessus. Les différents aspects sociaux, puis des articles qui sont plus proches de la politique, qui demandent de prendre en compte les décisions, comment différentes décisions politiques ou organisationnelles peuvent avoir un impact. Puis, tout ce qu'on a retiré, c'était quand on parlait d'une pathologie qui était spécifique. Donc, d'avoir quelque chose qui était plus global. OK. Donc, pour vous donner quelques exemples du genre d'articles qu'on a ressortis, si je parle de la société, j'en ai juste sorti 2 ou 3 par bloc, là, parce qu'encore là, il y en a pas mal, puis on n'a pas encore fini de passer au travers de tout ça. Donc, quand on parle de choses qu'on trouvait avec la société, je vous donne 2 exemples, là, il y en a beaucoup d'autres choses, là, mais certains avec les politiques, comment les gens pensent à l'impact que les changements climatiques peuvent avoir sur le vieillissement dans un contexte politique, sur l'adaptation des plans d'action. Quand on parle de plus socio-démographique, ici, on touchait un peu à la couche d'ozone, mais l'idée, c'est de vraiment dire comment différentes villes, dans ce cas-là, aux États-Unis, pouvaient mieux gérer leur façon d'avoir des activités, de définir leur activité sociale selon les différentes personnes pour prendre en compte le fait qu'il fait plus chaud, puis c'est plus difficile, puis surtout dans des villes plus du sud des États-Unis, mais ça peut avoir un impact majeur. Donc, ça c'est un exemple. Si on pense à l'individu, ce qu'on aurait comme exemple aussi, c'était de regarder, par exemple, comment, si je prends le premier article ici, comment dans les hôpitaux est-ce qu'on gère les personnes qui ont été affectées par les grosses Les vagues de chaleur. vagues de chaleur. Merci beaucoup. Et de la même façon, quand on a c'est le genre de choses qui se faisaient aussi en Chine pour voir comment ça marche. Donc, c'est des problèmes globaux, puis on regarde cet exemple-là. J'ai pris 2 exemples qui étaient plus en lien avec la vague de chaleur ou humidité, ou humidex. Mais dans ce cas-ci, ici,
c'était plus la dépression, quel genre d'impact ça pouvait avoir. Puis si on regardait au niveau cellulaire, ben là, c'était le côté de stress sur le dommage, le stress de chaleur sur ce que ça pouvait apporter comme dommage sur l'ADN. Encore là, température et humidité sur la l'utilisation de l'ADN. Les effets de l'exposition à des températures élevées, même à l'intérieur, quel genre d'impact ça a au niveau cellulaire. Donc, ce genre de choses-là ressortaient. Puis, quand on a mis ça tout ensemble, si on veut, ce que ça nous a amené à voir, c'est que, bon, premièrement, il y a plusieurs liens qui ont déjà été formés, qui existent déjà dans la littérature entre le changement climatique et le vieillissement. Ça, c'est une chose qui ne devrait pas être surprenante avec 1300 articles. Ce qui est particulier, c'est que tout se fait, il y a beaucoup de choses, je ne veux pas dire tout, parce qu'on est encore en train de voir, là, mais jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font à chacune de ces échelles-là, mais il n'y a pas beaucoup de croisements. En tout cas, du moins, c'est ce qu'on a vu. Donc, pour l'instant, ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, on n'en a pas trouvé d'études qui font un croisement aux 3 niveaux. Il y a des fois où on voit des choses en 2 niveaux, mais pas qui parlent de la cellule, de la société. C'est des choses qui sont pas encore vues. Peut-être qu'on va y arriver un jour, mais le message, c'est que pour l'instant, ça veut dire qu'on a une idée qui est quand même intéressante. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est le fun. Pour la prochaine étape, nous, ce qui nous intéressait, c'est de voir maintenant qu'on peut faire de la recherche qui est vraiment nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est de développer un cadre analytique qui nous permet d'un peu prendre ces liens-là puis de bien les développer. Donc, pour revenir à ces étapes-là, ici, à ces 3 blocs-là, bien, nous, ce qu'on s'était dit, c'est que, bien, naturellement, on peut s'imaginer, peut-être qu'on n'a pas cette logique-là, mais on peut s'imaginer que ce qui va avoir un impact, par exemple, s'il y a un changement climatique, une hausse de température, bien, ça peut avoir un impact au niveau cellulaire. Qui va impacter l'individu, qui va impacter la société. Ça, c'est des choses qu'on s'attend jusqu'à une certaine limite, mais que par différentes mesures en structurant leur environnement, bien, les gens vont peut-être avoir une influence qui peut revenir en cascade de l'autre côté. Maintenant, ce genre de choses-là, c'est une idée. Est-ce que c'est légitime ou pas? Ça débat. Mais on peut le formaliser mathématiquement. Donc, ça, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup faire. C'est de construire des modèles mathématiques qui sont, par exemple, des systèmes d'équations différentielles qui permettent de dire si on connaît bien, on peut bien définir les mécanismes qui nous permettent de voir comment une cellule va être affectée à travers le vieillissement, puis à travers les changements climatiques, comment ça va avoir un impact sur l'individu, sur la société. Mais on peut faire ces ponts-là si on réussit à bien comprendre ou à supposer certains mécanismes. Puis après ça, bien, ça nous fait qu'on a une série de paramètres qu'on peut estimer. Bien, ces paramètres-là, on peut les estimer avec des modèles statistiques qui permettent de faire ça. Donc, ça, c'est le genre de choses où on est en train c'est un peu en parallèle de la première partie du projet qu'on est en train de penser. Sur ça, merci beaucoup, surtout les gens avec qui j'ai travaillé sur ça. Merci. Il y a des questions. Wow! Oui. Bien, pour faire quelques travaux de revue de recension des écrits, 1321, c'est beaucoup, mais dans les faits, ce n'est pas tant compte tenu. Vous parlez de cellules, d'individus, de sociétés. Est-ce que vous avez eu la chance, je comprends que peut-être sûrement pas, d'établir s'il y a une proportion relativement équivalente dans les différents niveaux que vous avez regardés? Écoute, je vais être bien franc, là, d'arriver à ça, ça a été compliqué. Ouais, je comprends. Puis tu peux donc, on commence à regarder ça, puis à regarder les articles, puis à regarder qu'est-ce qu'il y a, mais c'est définitivement une chose qu'on veut faire pour avoir une idée de ce qui se passe. Parce qu'il y a peut-être des trous, en fait, qui sont encore plus gros dans certains des domaines que d'autres. Je suis curieuse, puis peut-être les trous, comme tu disais, sont aussi dans les domaines, puis entre les domaines. Bien, moi, ça, c'est une des choses que j'ai remarqué en regardant rapidement une série d'articles. Ce pont-là se fait très rarement. Mais à travers, ça, c'est une chose qu'on va explorer.
je ne sais pas si je peux demander, là, mais peut-être que tu n'as pas le droit de répondre ou tu n'as pas la réponse. Est-ce que Uranus va embarquer par la suite dans le projet? On n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais être bien franc, l'interaction qu'on a eue avec Uranus, c'était pas fantastique. Je sais qu'au début, j'étais là, puis c'était comme pas très. Non, ça n'a pas vraiment, ça s'est pas amélioré. OK. Qu'est-ce qui explique ça, peut-être, pour nous permettre? Ben, en fin de compte, c'est qu'il y avait, là, peut-être que c'est notre interaction, mais il y avait beaucoup de demandes. Puis à un moment donné, on s'est dit, ben, écoute, on fait de la recherche. Tu sais, je veux dire, on ne sait pas. La tour de service. Tu sais, je veux dire, c'était comme ça que ça a été perçu, du moins. Fait que là, on a dit, ben là, on va peut-être aller ailleurs. Pour l'instant, peut-être dans un second temps, dans une étape. C'est quand on va arriver à quelque chose qui va être plus intéressant pour nous. On a une question en ligne. Thomas, tu peux ouvrir ton micro? Oui, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que toi, tu nous entends? Je vous entends. Est-ce que toi, tu m'entends? Thomas, oui. Ah, ok, c'est bon. Désolé. Ben, merci beaucoup pour la présentation. Là. Je trouve vraiment le projet super intéressant. Puis on a eu l'occasion d'en parler un peu, là, fait que vraiment bravo. Je suis juste curieux de vous entendre sur l'exclusion des conditions pathologiques parce que tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on est à risque avec les aléas climatiques? C'est surtout des facteurs de vulnérabilité, puis qui sont pas tant. Oui, il y a le vieillissement, bien entendu, mais c'est surtout des facteurs de vulnérabilité liés à des différentes conditions de santé. Fait que est-ce que en les excluant, tu sais, vous manquez pas une partie du portrait qui est quand même importante à considérer? J'en comprends qu'effectivement, là, il y a beaucoup d'études à considérer, puis c'est un enjeu, mais je voulais juste vous entendre par rapport à ce point-là. Écoute, c'est un super bon point. Pour être franc, là, je pense qu'à un moment donné, il fallait prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on voulait pour avoir quelque chose de gérable en termes de base de données. Mais écoute, puis, on pourra en reparler si tu es prête à me donner des bons arguments pour qu'on pas être bon parce qu'on en a beaucoup. Moi, je veux dire, je suis peut-être incapacité, là. Mais c'est pas. En ce moment, on est encore à la phase où on est explorateur. Dans les. Vas-y. Par curiosité, tu as parlé de cadre mathématique ou de base sur quoi pour monter ce modèle-là, dans le sens où est-ce que c'est à partir de la littérature que tu vas monter tes modèles? Oui. Bon, moi, ma façon de fonctionner pour ça, c'est qu'il y a certaines choses que la littérature nous dit qu'on sait avec une bonne certitude. Tu sais, les modèles mathématiques d'équations différentielles, c'est mécanistique, dans le sens que tu dis, ce qui fait que ça va affecter ça, ça va se faire de telle façon. Et donc, si on est capable de le formaliser, puis qu'il y a des choses qui existent, bien, on peut l'écrire, puis on peut, en se basant sur la littérature, le faire. Ce qui va se passer souvent, c'est qu'il y a des paramètres qui vont arriver, qui vont apparaître là-dedans. Donc, l'importance de, par exemple, la méthylation de l'ADN sur le vieillissement, c'est quoi? Bien, des fois, dans certaines circonstances, ça peut varier. Puis on a des études qui nous disent que la température est importante. Bien, si on dit on a une température qui va varier, puis on a un paramètre, mais il faut l'estimer ce paramètre-là, mais ça se fait avec des modèles statistiques en se basant sur des données. Mais oui, c'est en se basant sur la littérature, puis il y a des articles qui sont à travers ça, qui sont dans des journaux mathématiques qui font ce genre de travail-là aussi. Donc, je ne parle pas de, c'est pas, je pense qu'il y a des choses qui ont proposé, il y a des gens qui ont proposé des idées. D'accord, vous pouvez extraire les différents modèles qui existent, mais je vais aller simuler la dynamique complète de la cellule de la société. Oui, moi, ce qui m'intéresse, oui, c'est un peu ça. On a ces trois étapes-là, dans le sens qu'on a eu, peut-être la parenthèse, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on inclut d'autres niveaux, par exemple l'organe ou ce genre de choses-là, puis on a décidé que c'était compliqué de faire ça en regardant la littérature et en faisant ce travail-là. Donc, on s'est concentré sur ces trois étapes-là, mais oui, c'était stressant. Dans les articles au niveau société et individus, j'imagine qu'il y a certaines régions géographiques qui sont surreprésentées. Oui, il y en a qui sont sous-représentées. C'est lesquelles qui sont surreprésentées? Moi, j'ai vu rapidement l'Amérique du Nord, surtout les États-Unis. Il y a quand même beaucoup de choses de la Chine que j'ai vu passer. Très peu de choses sur l'Afrique. Mais rapidement, l'Europe, il y avait quand même pas mal de choses aussi. Mais Afrique, Amérique latine, il y en a moins, de ce que j'ai vu.
c'est un peu triste parce que c'est les endroits où il y a probablement plus d'impact. C'est pas mal ces deux zones-là. Thomas, tu peux y aller. Tu avais une autre question, ouais. Ouais, c'est moi, encore moi, je suis tannant, mais le sujet est vraiment intéressant. Fait que, je suis curieux parce que moi, je m'intéresse aux sciences de l'activité physique. Puis, tu sais, on a toujours tendance à voir le climat comme allant dans un sens. Le climat affecte, par exemple, l'activité physique. Mais en vrai, quand on avait fait une revue de littérature, la relation, elle est bidirectionnelle. Tu sais, l'activité physique aussi influence le climat. Si je vais surfer en Australie toutes les années, ben, tu sais, j'ai un impact négatif sur le climat. Est-ce que cette relation bidirectionnelle, vous la voyez dans les papiers que vous trouvez? Autrement dit, est-ce que les papiers s'intéressent uniquement à l'impact du climat sur le vieillissement? Il y a aussi des papiers plus... quel est l'effet du vieillissement de la population sur le changement climatique? Ou du moins Oui. l'adaptabilité au climat? Je ne sais pas si toi t'en as vu, mais moi, je n'en ai pas vu de cette direction-là dans ce que j'ai regardé. Donc, dans l'autre direction, si tu veux. Moi, je n'ai pas vu ça. Puis, ça se peut que ça soit, franchement, un biais de notre recherche. Ça se peut que ça soit quelque chose qui manque dans la littérature. Moi, j'aurais tendance à dire, puis là, c'est purement intuitif, que ça soit un lien avec le biais de notre recherche qu'on n'en ait pas vu. Mais peut-être que je me trompe. Ouais. Ben, moi aussi, je pense parce qu'il y a de la littérature sur comment le développement technologique qui s'adapte, qui veut répondre au changement climatique, crée une problématique pour l'environnement. Fait que c'est comme si le questionnement de ce qu'on présente comme étant des solutions ou des modèles d'adaptation, donc comment on réagit, influence, et donc comment on réagit au vieillissement, peut-être face à des vagues de chaleur, comment ça influence. Je ne serais pas étonnée, moi, qu'il y ait quelques questions, peut-être pas en exercice, là, mais vraiment dans une façon plus probablement que vous allez finir par tomber dessus peut-être aussi. Oui, ben c'est ça.